Alors, peut-être la première question, parce que votre premier roman, vous l'avez publié, en tout cas en France, il y a une douzaine d'années. Donc il y a des lecteurs qui devaient attendre ce deuxième livre, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous découvrir avec ce deuxième livre. Qu'est-ce que vous diriez pour vous présenter déjà, peut-être, et expliquer pourquoi vous avez mis autant de temps pour écrire ce second? Est-ce que c'était lié au sujet, peut-être à la difficulté de l'écrire? Voilà. Oui. Alors, c'est difficile à dire. Je ne sais même pas moi-même exactement pourquoi il a fallu si longtemps pour écrire le deuxième. Je dirais que d'abord dans ma vie personnelle, il y avait des choses qui se sont passées, mais aussi je cherchais le sujet que je voulais vraiment faire. C'est-à-dire, je savais que ça serait la guerre, parce que c'est ça qui me fascine. Le sort des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je savais que ça serait sur ce sujet, mais j'ai cherché longtemps pour trouver exactement ce que je voulais faire. Et un jour, j'étais en train de lire un roman qui s'appelle Caput, de Curzio Malaparte, qui était un diplomate italien pendant la guerre, et qui était, entre autres, à Varsovie, au moment du ghetto. Alors, je lis une scène où Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne, donne un dîner où il invite des nazis. Et tout d'un coup, il y a une des femmes allemandes qui commence à parler. Et comme le ghetto était un site touristique pour les nazis, ils avaient le droit d'y aller et ça les amusait beaucoup. Et puis ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire s'ils avaient envie de tuer un juif, pas de problème. De toute façon, ils allaient tous mourir. Et cette femme parle de sa visite de l'après-midi au ghetto. Et elle dit, mais c'est quand même incroyable de voir comment les juifs traitent leurs enfants. Alors les enfants étaient en haillons, sans dents, en crevant de faim. On ne verrait jamais des enfants allemands pareils. Mais vraiment, c'est incroyable, ces juifs. Et on ne sait pas de ce qu'il a écrit dans Caput, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On ne sait même pas, personne ne sait s'il a assisté à un dîner chez Hans Frank à l'époque ou pas. C'est possible parce qu'il était un diplomate. Et ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée et j'ai commencé, même si je lis depuis toujours sur l'Holocauste, ça me fascine. J'ai commencé à lire à me renseigner encore plus sur le ghetto de Varsovie. Et plus je lisais, plus ça me fascinait. Et j'ai commencé à m'intéresser aux trafiquants, aux contrebandiers, parce que c'était tout un système très complexe. Il y avait des contrebandiers de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Et c'était parce que les Juifs à l'époque avaient droit à 186 calories. Bon, évidemment, on ne peut pas survivre avec 186 calories. Donc, la contrebande, la marchandise qui passait d'un côté du mur à l'autre commençait dès le premier jour. Et j'ai lu beaucoup sur la contrebande et les contrebandiers, et j'ai décidé que mon personnage masculin serait un contrebandier. Et il y a cette scène incroyable dans le livre d'ailleurs où le personnage masculin à l'époque fait passer des vaches dans le ghetto, et ça vous l'avez lu, ça vient d'une documentation ou c'est une scène que vous avez inventée? Alors, moi, j'ai décidé, parce que les histoires, les personnages et les histoires sont inventés, complètement inventés. Mais tous les faits sont vrais. J'ai rien dit sur la vie au ghetto qui n'est pas basé sur les faits. Et les 26 vaches qui sont passées d'un côté à l'autre, c'est vrai. Ça s'est passé. C'est quand même incroyable. Ouais. C'est surréel. Ouais. J'aurais jamais osé inventer une telle histoire parce que ça aurait été ridicule dans un certain sens. Ouais. Mais ça s'est passé.
les 26 vaches. Bon, j'ai changé en disant que... Il n'y en avait que 25. Alors là, j'ai changé l'histoire en disant que la 26e ne voulait pas venir dans le ghetto. Ça, c'était pas... Mais l'histoire est vraie. Ils ont fait des choses invraisemblables. Il y avait des tubes qui venaient des fenêtres du côté polonais, qui allaient dans le ghetto, les tubes où on faisait couler du lait d'un côté à l'autre. Mais là aussi, on pouvait uniquement le faire à un certain moment, parce que sinon, évidemment, c'est les Allemands envoyaient ça. Mais vraiment, les contrebandiers, l'ingénuité et puis aussi, ils jouaient sur le fait que les Allemands ne pouvaient pas supporter ce qui était sale. Évidemment, le ghetto était sale, invraisemblable, mais les Allemands ne pouvaient pas supporter la maladie ni les saletés. Et ils ont appris très vite qu'ils avaient une peur du typhus. Alors, ils disaient, par exemple, quand ils faisaient passer dans les cercueils la contrebande, et quelqu'un voulait ouvrir, un Allemand voulait ouvrir le cercueil, il disait Fleckfieber, c'est-à-dire typhus, et il sautait, il prenait du recul tout de suite parce que alors ils ont commencé à comprendre comment la mentalité des Allemands, ils ont joué sur et c'était comme j'ai dit, c'était très dangereux, mais en même temps, ils ont réussi à faire vivre les ghettos pendant beaucoup plus longtemps à cause de ça. Sinon, tout le monde serait mort dans quelques semaines. Oui, d'ailleurs, il y a deux périodes dans le ghetto. Il y a la période avant la grande déportation, qui est racontée d'ailleurs dans le livre, qui est la coupure entre deux moments aussi, le moment où on peut survivre. Et en particulier en faisant, comme le personnage féminin, des études pour être infirmière. Et donc, on est protégé grâce à ça. Il y a aussi cette scène des blouses d'infirmières qui sont lancées pour essayer de sauver... Et ça, c'est vrai aussi. Oui. Ça. Mais il y a ces deux moments dans le livre. Mais moi, j'évoquais la scène des vaches aussi parce que ça dit quelque chose de votre livre. Parce que... c'est un livre évidemment extrêmement intense, extrêmement fort, qui est sur un sujet... absolument terrible, et on en reparlera, mais il y a aussi cette ironie, et dès le début, avec ce voyage en train vers la Pologne de ce couple, qui a très froid dans un compartiment de train, donc ils partent de Londres pour aller vers Varsovie, pour une lecture du personnage masculin qui est écrivain, et ils ont tous les deux très très froid, et il y a cette phrase, quand est-ce que Dieu a créé la neige le même jour que la Pologne. Voilà. Et il y a tout le temps ces décrochages par cette ironie qui est presque l'âme de la survie ou l'âme juive, le rapport au désespoir qu'on surmonte aussi en riant. Tout à fait. Il faut de l'humour. C'était des gens qui en survécu sont en général des gens très cyniques. Cynique surtout, et sur la nature humaine aussi. Et c'est par l'ironie qu'ils arrivent à parler de ces choses-là. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est tout le contraire de l'esprit américain. Et il y a ce début de roman qui est très très fort où on voit bien aussi que la neige, le train, la traversée aussi de l'Europe et puis le passage de la frontière polonaise, on sent bien que c'est un début presque, enfin je sais pas pourquoi je dis presque d'ailleurs, c'est un début symbolique. Et c'était le début du premier roman aussi avec un train ailleurs en France, mais pourquoi ce train, ce paysage de neige, la persistance de cette image dans votre imaginaire? Alors d'abord, je pense que le train, évidemment, pour tout le monde, évidemment, c'est très important parce que ce sont les trains qui sont partis tout le temps, les trains de déportation, non seulement pour les Juifs, pour autres aussi. Et puis un train, pour moi, c'est le mouvement d'un train, le fait qu'on est à l'intérieur d'un train, on ne peut pas partir. Et eux, ils commencent à avoir des souvenirs. On est entre deux endroits.
Et eux, ils sont tout le temps entre deux endroits. Ils sont entre le passé et le présent, mais tout le monde l'est. Mais pour eux, c'est encore plus intense à cause du passé qu'ils ont vécu. Et alors pour eux, ils sont, dans un certain sens, ils sont dans un train perpétuel, parce qu'ils sont suspendus entre les deux, entre les souvenirs très très forts du passé, du ghetto, et le présent. Mais c'est aussi le début d'une conversation qui commence dans ce couple, donc un couple qui s'est rencontré dans le ghetto, qui a été séparé et puis qui se retrouve. Et le récit du roman, ce n'est pas seulement aller vers le passé, aller vers Varsovie et voir Varsovie aujourd'hui, et aussi peut-être percevoir la Pologne dans ce qui a changé en Pologne et ce qui n'a pas changé malheureusement. Mais c'est aussi la libération des souvenirs jusqu'à des révélations terribles dont on ne parlera pas, mais qui changent absolument tout ce qu'ils avaient pu se dire ou se raconter jusque-là. Oui, donc est-ce que le roman, c'est aussi cette histoire d'une parole qui peut enfin se dire, parce qu'elle est obligée de se dire par ce voyage que l'un des deux personnages ne voulait pas. Oui. Parce que je trouve qu'à Londres, où ils habitent maintenant, ils pouvaient cacher des choses. C'était si loin de la Pologne qu'ils avaient un écart et qu'ils arrivaient un peu mettre à l'écart les expériences. Mais là, dans le train, en allant vers Varsovie, c'est plus possible. C'est plus possible. Ils ne peuvent que penser au passé. Et puisqu'ils se trouvent ensemble, évidemment, ils se parlent. Et le fait qu'ils étaient là ensemble, il y a un moment où ils disent il n'y a que nous qui peuvent comprendre comment c'était. Et ça, c'est un lien très très fort. Bon, c'est une histoire d'amour, mais aussi il y a ce lien. Ils ont eu les expériences que personne d'autre pourrait comprendre. Et plus ils s'avancent vers la Pologne, plus les souvenirs reviennent. Oui, et puis il y a tout ce qui va se raconter aussi dans la chambre d'hôtel, qui est un autre lieu clos et qui permet de dire des choses et de... Tout à fait, tout à fait. Et ils sont enfermés dans un certain sens. Ils ne veulent pas sortir. Bon, finalement, ils le font. Mais pendant assez longtemps, je veux dire, c'est normal, on arrive dans un endroit, une ville, et on a envie de sortir, voir un peu la ville. Mais eux, non, ils ne sortent pas. Ils restent dans l'hôtel jusqu'à un certain moment où ils sortent. Et c'est là où ils se racontent, évidemment, des histoires qu'ils n'ont pas racontées avant. Et il y a ce grand thème qui parcourt le livre aussi, qui est celui d'un exil permanent, qui est un exil géographique, puisque tous deux sont polonais et vivent maintenant à Londres, mais qui est un exil intérieur aussi, ce sentiment de ne jamais appartenir à aucun lieu, sinon peut-être son conjoint. C'est très souvent comme ça, pour les gens qui ont survécu des choses terribles comme ça. C'est vrai qu'il y a jamais, ils ont perdu pour toujours le chez-soi. Et puis ils ne peuvent pas revenir, c'est ça. C'est non seulement dans le sens intérieur qu'ils ne peuvent pas revenir au passé, mais surtout à Varsovie. Varsovie d'autrefois n'existe plus. C'est non seulement le ghetto qui a été rasé, mais toute la ville a été détruite. Donc ils ne peuvent même pas revenir sur le plan physique. Et ce sont deux personnes qui seront toujours en exil, toujours suspendues entre deux réalités. Oui, et ce qui fait aussi peut-être le lien, enfin je change de sujet, mais c'est pas totalement. Ce qui fait le lien entre vos deux livres, vos deux romans, c'est aussi le personnage masculin, qui est un écrivain, qui, dans le train pour Varsovie, donc, a commencé à écrire après sa sortie du ghetto, juste après sa sortie du ghetto, sur du papier de boucher, et qui devient, à Franz Kafka,
polonais peut-être, Oui. enfin, qui est présenté comme ça par la Oui. critique. Mais le personnage du premier roman, c'était aussi un personnage d'écrivain. Oui. Et à un moment donné, les initiales sont les mêmes. Il y a comme tout un travail, comme si Oui. c'était une même figure d'écrivain qui se poursuivait d'un livre à l'autre. Oui, oui. J'ai raison c'est- ou... C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ils se ressemblent. Bon, évidemment, ils sont tous les deux écrivains. Le premier n'était pas dans un ghetto, mais ils sont passés par par la guerre en tant que juifs. Et oui, ils se ressemblent. Et j'étais inspirée par quelqu'un que je connaissais. Et j'étais fascinée par lui, parce que moi, j'ai grandi dans une Amérique où c'était un moment de grande prospérité, il n'y avait pas de danger, on se sentait dans la plus grande sécurité, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien. C'était surtout, beaucoup plus que maintenant, c'était surtout un moment de grosse prospérité. Et là, j'ai rencontré ce personnage qui est un juif viennois qui a survécu la guerre. Et j'étais fascinée par tout ce qu'il a vécu et son attitude vers la vie, vers les autres êtres humains, etc. C'était tout le contraire de la mentalité américaine à l'époque. Et je suis fascinée en fait par, même avant lui, j'étais fascinée par comment les gens réagissent dans les situations extrêmes. Qu'est-ce qui se passe, comment les tempéraments différents réagissent aux situations extrêmes. Et c'est vrai que pendant la guerre, les gens ont réagi d'une manière différente. Et on m'a dit qu'on était étonné en fait, qu'on ne pouvait pas prédire comment une personne allait réagir. Que parfois les gens, quand on disait timides, sont devenus autre chose, et le contraire aussi. Oui, et puis non seulement on n'a aucune idée de comment on aurait réagi, mais ce que vous montrez à travers ces personnages qui, eux, étaient dans le ghetto, Oui. c'est combien aussi ce qu'ils ont fait à l'époque a pu être compris d'une certaine manière, alors qu'ils agissaient autrement. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on peut penser négatifs et qui ne l'étaient pas, et inversement. Oui. Donc vous montrez bien aussi à quel point les frontières sont compliquées et que parfois trahir, ou donner l'impression de trahir, c'est au contraire sauver quelqu'un, que d'autres qui ont essayé de sauver n'ont pas pu sauver des gens. Enfin, il y a cette volonté de montrer une réalité extrêmement complexe, Oui. très loin de toute légende ou de toute mythologie. Tout C'est à des fait. situations Tout à fait. quotidiennes, Oui. concrètes, tout ça dans un livre d'une très grande poésie d'ailleurs. Il n'y a pas de vérité, enfin, il n'y a pas Non. de vérité simple. C'est un peu le sujet du livre, peut-être. Et par exemple, le personnage de la mère, Mhm. alors il y avait beaucoup de monde qui me disait « Oh, mais écoutez, ça c'est pas une mère juive. » Bon, c'est-à-dire que à cette époque, on faisait ce qu'on pouvait pour survivre. Et finalement, elle a sauvé sa fille, elle s'est sauvée elle-même, bon, jusqu'à un certain moment. On ne peut pas dire, bon, elle a couché avec l'ennemi, mais on peut pas dire que, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas donner de la morale dans une situation pareille. Et c'est ça, toute l'idée de la morale, et tout est à l'envers dans un univers comme ça. Et elle voulait survivre. Elle voulait survivre. Et c'était pas du tout, les règles ne tenaient plus dans une situation comme ça. Je pense qu'on ne peut pas condamner. Bon, il y avait des gens qui ont fait des choses terribles. Et là, on peut dire. Mais je pense que tout le monde a fait ce qu'il pouvait pour survivre. Mais ce que vous montrez aussi, et alors c'est à la fois dans ce livre-là et peut-être aussi beaucoup plus dans le premier, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi se définir ou se dire par rapport à cet événement qui est à la fois loin et très proche, 40 ans, enfin dans le livre c'est 40 ans de nous. Et dans le premier roman, il y a ce personnage de Kitty qui est fasciné par cette histoire, qui est juive, mais qui est juive américaine et qui a des parents qui taisent ce qu'ils
ont su, ont Oui. vu, etc. Oui. Donc il y a aussi ce rapport à une chape de silence et en même temps la nécessité de dire aujourd'hui l'histoire. Enfin, et est-ce que et c'est d'ailleurs ce que dit le personnage masculin. Il dit faut leur dire pendant la lecture. Il faut qu'ils sachent. Il faut pas qu'ils oublient. Il faut les mettre face à ce qu'ils ont fait. Oui. Est-ce que pour vous le roman aujourd'hui c'est aussi ce devoir de mémoire, ce devoir de transmission, de récit qui pourrait s'oublier et qu'il faut continuer à dire, continuer à écrire, continuer à transmettre? Oui. Oui, je pense que c'est très important. Et je sais que quand j'ai grandi, on ne parlait jamais de l'Holocauste. Jamais, jamais. Maintenant, à l'école, tout le monde, les jeunes étudient l'Holocauste beaucoup. Tandis que pour nous, personne ne disait rien sur l'Holocauste. Et quand on a étudié l'histoire de l'Europe, on ne parlait pas de l'Holocauste. Et ça a changé parce qu'avec l'écart, c'était, je pense que ça devenait possible. Mais je trouve que c'est très très important. C'est très important. Et bon, de nos jours, il y a des problèmes qui commencent à se manifester, peut-être de la même, qui se ressemblent un tout petit peu. Et je pense que c'est essentiel. Et je voulais, dans mes romans, parler des choses qui pour moi étaient essentielles. C'est aussi comment on écrit une fiction à partir du témoignage, c'est-à-dire une interrogation sur le rôle aujourd'hui de la littérature, maintenant que les survivants sont de moins en moins là. Oui. Comment la littérature peut prendre en charge ce qui jusqu'ici était autorisé par le témoignage. Enfin, Oui. vous devez le savoir, il y a toujours en France, en tout cas, il y a eu de très très grosses polémiques sur ce sujet. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire de la fiction avec la Shoah? Oui. Moi, au départ, quand je me suis dit, je vais écrire sur le ghetto de Varsovie, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? J'étais pas là, ma famille n'était pas là, j'ai pas de lien avec le ghetto, aucun lien avec le ghetto de Varsovie. Oh, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Et j'en ai parlé à un survivant du ghetto de Varsovie. Il était évidemment très jeune, il était un enfant. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, est-ce que, selon vous, est-ce que j'ai le droit d'écrire sur le ghetto de Varsovie? Et il m'a dit, surtout, c'est essentiel, c'est essentiel. Plus on écrit sur ce sujet, plus on est ouvert à ce qui s'est passé. Et j'étais, comme je vous ai dit, ce sont des faits. Tout est basé sur des faits. J'ai rien inventé. Ça, je pense que ça serait pas une bonne idée d'inventer ce qui s'est passé dans le ghetto. C'est un sujet qui est très fort, qui pourrait être pathétique, qui pourrait être grandiloquent, larmoyant. Et vous êtes dans une sobriété terrible. C'est un livre court aussi, dense, qui passe par des scènes. Et c'est une forme de... Alors, c'est peut-être une manière de rendre les choses encore plus fortes pour le lecteur, parce qu'elles sont sobres. Mais est-ce que c'est une forme de pudeur aussi, peut-être? Je ne sais pas. Je voulais uniquement écrire l'essentiel. Je ne voulais pas des détails ou des phrases ou des histoires qui, à mon avis, n'étaient pas importantes. Et puis j'ai commencé, comme je sais que le sujet est tellement sérieux, j'ai essayé de faire un peu le balance entre d'abord cette ironie qui vous donne un peu d'écart quand même des faits, et aussi balancé par l'histoire d'amour entre les deux personnes. Je ne voulais pas que ce soit un récit sur tout ce qui est exactement ce qui s'est passé dans le ghetto. Et c'est ma manière d'écrire. Oui, et puis il y a tous ces ailleurs absolument horribles, comme les camps, que vous ne décrivez pas, mais il y a cette annonce des départs pour Treblinka, Oui. et la manière dont
un personnage va être sauvé de cela, mais c'est un ailleurs, comme une sorte de chose effrayante, mais qui est évidemment pas votre sujet, mais il y a tout ce qui est dit entre les lignes, parce que l'on sait aussi de la Shoah et de l'Holocauste, et ça donne une densité qui n'est pas racontée, mais qui est là, très forte. Mais je pense que je ne pourrais pas. Bon, déjà, c'était difficile de se dire je vais décrire le ghetto de Varsovie. Déjà, mais les camps, ça, je ne pourrais pas. Je pense que là, c'est presque impossible. Non, peut-être que c'est pas. Mais moi, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas parler de. Bon, Treblinka, parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qui se passait à Treblinka. Plus tard, oui. Et quand vous avez parlé des déportations de l'été 42, c'était après ces déportations qu'on savait ce qu'ils attendaient dans l'Est. Et c'est pour ça que, alors on appelait ça la grosse action, c'était des déportations énormes de l'été 42, et puis ils se sont arrêtés, les déportations. Et ils ont essayé de reprendre au mois de janvier 43. Et c'est à ce moment-là où les Juifs savaient. Ils savaient, pour la première fois, ils savaient que ce qui se passait là-bas. Parce qu'il y avait des réchappés et qui ont... Bon, il y avait beaucoup de monde qui ne croyait pas ce qu'ils disaient. Mais on savait plus ou moins. Et c'est pour ça que la révolte a commencé au mois de janvier. Il y a la possibilité d'écrire sur l'écran, mais je pense que c'est très, très compliqué. Très compliqué. Et même les gens qui étaient là, les survivants, disent que c'est presque impossible de parler. Même pour eux. Parce que comme c'est un univers complètement différent, on n'a même pas les mots. C'est très, très difficile. Et là, alors pour finir sur une question plus légère, quand même. Donc on a attendu 12 ans votre deuxième livre. Est-ce que vous pensez que vous allez mettre autant de temps pour écrire le troisième? Non. Non, vous êtes en train de l'écrire? Oui. Et ça sera pas si long. Pas du tout. Cette fois-ci, ça sera pas si long. C'est aussi sur la guerre et c'est aussi une histoire d'amour. Alors c'est les deux sujets qui me fascinent.